Bonjour, je voudrais remercier le réseau d'occitanistes qui est membre au niveau national du réseau Renatis, avec lequel le réseau des urfistes coopère déjà depuis un certain temps. Et donc cette association avec cette communauté CNRS est tout à fait profitable pour l'analyse des principaux points d'actualité qui évoluent sans cesse au niveau de l'information scientifique et technique. Donc je fais partie de l'URFIS de Paris et je vais vous présenter de façon assez synthétique un panorama des indicateurs qui existent dans le domaine bibliométrique, sachant que lorsque l'on parle de modèle bibliométrique, on l'associe à 80%, sinon plus, au domaine STM, c'est-à-dire sciences, technologies, médecine. C'est un modèle qui concerne plus particulièrement à l'origine les sciences de la vie et de la matière, qui s'étend à d'autres secteurs scientifiques du domaine STM. Et quant aux sciences humaines et sociales, on peut dire qu'il n'existe pas à proprement parler de bibliométrie concernant ce domaine SHS. Il n'en existe pas du tout avec certitude en ce qui concerne les sciences humaines et en ce qui concerne les sciences sociales, dont je toucherai un mot tout à fait à la fin. Cela concerne pour l'essentiel les sciences économiques d'une part et la psychologie exclusivement envisagée sous son angle clinique et en lien plus particulièrement avec la psychiatrie, c'est-à-dire avec un dérivé des sciences de la vie et de la chimie en raison de tous les brevets pharmaceutiques qui peuvent effectivement être derrière. Donc je vais pour l'essentiel vous entretenir de la bibliométrie dans le domaine STM. Dans un premier temps, je resituerai le modèle bibliométrique classique dans le cadre législatif français et au plan international à travers les classements internationaux. Et ensuite, je passerai en revue les différents indicateurs classiques qui sont agréés par la majorité des administrations centrales des pays prétendument développés. Je passerai également aux métriques alternatives et j'essaierai de faire une conclusion avant de vous présenter les diapositives terminales d'une autre présentation qui concerne, elle, plus spécifiquement les SHS. Donc, calculer trois aspects de la question: pour qui, comment et pourquoi. Donc, nous allons analyser ces différentes questions en commençant par le contexte législatif français dans lequel s'inscrit l'évaluation bibliométrique. Il s'agit pour l'essentiel des programmes de la LOLF, donc de la loi organique relative aux lois de finances, et c'est en fonction, en rapport avec cette loi, que sont ventilées les subventions accordées par le bailleur de fonds de l'État aux différentes composantes, notamment composantes de la recherche. Et donc, il y a dans les programmes de la LOLF, et plus particulièrement dans le programme P150 destiné à la recherche universitaire, trois volets qui sont de première importance. Le premier, qui est prééminent et qui est le plus ancien, c'est celui de la production scientifique, autrement dit les publications, qui va donc faire l'objet de ce modèle bibliométrique. Le deuxième, c'est le transfert de technologie, c'est-à-dire le dépôt de brevets, qui devient de plus en plus une condition indispensable pour être bien noté et bien coté dans les demandes de financement. Et donc dépôt tant auprès de l'INPI sur le plan national qu'auprès de l'Office européen des brevets, puisque le label européen, le label du brevet européen est au niveau international considéré comme un label de très grande qualité. Et enfin, la participation au PCRD de la
de l'Union européenne, au programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne, dans lequel s'inscrivent aujourd'hui beaucoup de demandes de subventions pour différents axes de recherche. Et les données de la recherche, qui est un autre thème qui est très courant aujourd'hui, s'inscrit notamment dans ce cadre des PCRD. Donc 3 volets qui sont inhérents aux exigences en matière d'attribution de moyens, la production scientifique étant le moyen premier. Dans les programmes de la LOLF, nous avons 3 programmes qui sont gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc le P150, qui lui est financé par la DGCIP, Enseignement supérieur et Recherche, le P172, qui est intitulé Recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire avec un financement par la DGRI, et enfin le P193 qui est exclusivement réservé au CNES et qui donc bénéficie d'un financement DGRI. Les indicateurs qui sont communs au 150, au 172 et au 193, émanant donc du même ministère, c'est premièrement la production scientifique des opérateurs du programme, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part la production scientifique qui est la rédaction des articles scientifiques et d'autre part la reconnaissance que nous allons voir dans un second temps. Donc, production scientifique par des publications de référence internationales des opérateurs du programme. Qui sont les opérateurs du programme? Eh bien, ce sont les chercheurs, tout simplement. Dans la production scientifique, premièrement de l'Union européenne prise globalement, et deuxièmement du monde, et enfin, depuis 2012, le trio France, Allemagne, Royaume-Uni. Alors, ce principe existe depuis 2008, et il est revu assez régulièrement, avec quelques modifications. Après la production, eh bien, nous avons la reconnaissance scientifique des opérateurs. Donc ici, l'indice de citation à 2 ans des publications des opérateurs du programme, vous aurez reconnu les 2 ans, c'est-à-dire N-1, N-2, qui constituent les modalités de calcul du facteur d'impact du Web of Science. Donc là, effectivement, le Web of Science est considéré dans le texte de la LOLF comme la base de référence qui est spécifiquement agréée par l'administration pour faire les calculs. Ce qui fait que, par exemple, l'INSERM, qui est très avancé au niveau international sur le plan de la réputation de ses publications, va considérer que le Web of Science est premier, est absolument essentiel, et considère que comment dirais-je, PubMed est une base bibliographique intéressante en soi qui ne sert pas à l'évaluation statistique. C'est réellement le Web of Science qui prime, et qui prime aussi d'ailleurs sur Scopus. Voilà. Alors, pourquoi les publications? Parce que les publications constituent la trace effective et tangible du travail d'une unité de recherche qui est subventionnée. Donc on veut savoir quelle est la preuve de votre travail en contrepartie duquel vous recevez une enveloppe. Eh bien, la publication, c'est ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est ce qui est rendu public. Et ce qui est rendu public, c'est évidemment la publication. Alors pourquoi le périodique? Parce que c'est un support qui est tout à fait adapté à la relation d'une innovation élaborée en laboratoire, qui, comme son nom l'indique, paraît de façon périodique et donc suit le rythme de l'évolution de la technologie. Et enfin, le périodique est désigné, immatriculé par un ISSN, International Standard Serial Number, qui permet son adaptation à des matrices d'analyse de façon très simple. Alors que, réciproquement, en SHS, le support qui est en France relativement privilégié, c'est le livre. Le problème du livre, c'est que c'est un support qui est lourd, qui met du temps pour être écrit, qui ne va pas au rythme de l'évolution de la technologie et qui est identifié par un ISBN. Et donc, il y en a des millions et il est quasiment impossible de faire les évaluations statistiques que l'on fait sur les périodiques. Donc, on n'est plus du tout, absolument pas dans le même modèle au niveau des SHS. La reconnaissance scientifique, eh bien, dans la mesure où l'évaluation doit se faire de façon assez rapide et de façon extrêmement régulière, eh bien, au plus haut niveau, on n'aura ni le temps de lire le contenu des articles,
Et on n'aura pas forcément non plus la compétence de lire ces articles qui sont demandés, qui sont exigés comme traces tangibles du travail effectué. Par conséquent, on s'en rapportera à un modèle relativement simple qui consiste à dire plus un article est cité par d'autres et, entre guillemets, meilleur il est. Donc on a un système qui est fondé sur la capitalisation des citations et nous verrons que ces citations doivent obligatoirement dans l'immense majorité des cas, émaner d'une liste qui est extrêmement précise, qui est bien définie et qui est celle du Journal Citation Report. Et par conséquent, nous verrons quel est le lien extrêmement étroit qui existe entre le modèle d'évaluation, d'une part, et cette liste agréée qui est fermée, au contraire de Scholar Google, par exemple, qui est une liste ouverte. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans Scholar Google, et par conséquent, on ne peut pas raisonnablement, logiquement, d'une base qui est ouverte et qui ne correspond pas à une liste précise. Donc là, il s'agissait du programme P150 et des programmes d'une façon générale du MENSR. Et passons à d'autres ministères. Le ministère de l'écologie, c'est le P180. Et donc là, les règles sont beaucoup plus simples. Elles sont beaucoup moins cadrées qu'elles ne le sont pour les unités de recherche dépendant directement du de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, pour le P190, c'est le nombre de publis dans les revues scientifiques internationales. Donc ça, c'est la formule qui figure dans le texte. J'ai mis un point d'interrogation, pas forcément très explicite. Et toujours l'indice de citation à 2 ans avec comme source de données le Web of Science de Thomson. Si nous passons maintenant au P192, ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, donc il s'agit de la bibliométrie des écoles. C'est l'expression qui apparaît dans le texte. Le nombre de publications scientifiques de rang A rapporté au nombre de chercheurs, équivalent à un temps plein. Et donc là, le problème de la publication de rang A, c'est qu'il n'existe aujourd'hui, stricto sensu, aucune définition exacte de la publication. La publication de rang A, qu'organise d'une façon plus ou moins exacte la publication de rang A. En général, on va vous dire que ce sont des publications qui ont un rayonnement international, qui bien entendu, oui, vous préférez celui-ci. Voilà. Et donc, la source, c'est non plus le Web of Science, mais ce qu'ils appellent la consolidation des informations apportées par les organismes concernés, y compris pour la définition de ce type de ce rang A, et puis, bien entendu, sur ce nombre moyen de publications en relation avec le nombre de chercheurs des unités. Le ministère de l'Agriculture, c'est le P142, alors par des publications destinées au secteur professionnel, ça c'est tout à fait différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent, articles et ouvrages techniques, vulgarisation, et à l'appui aux politiques publiques avec des rapports d'études. Nous ne sommes plus du tout dans la même définition que nous avions tout à l'heure. La source, c'est l'IRSTEA, qui est anciennement le CEMAGREF, qui est très très efficace et très actif dans le domaine de la bibliométrie. Oui, j'oubliais de dire tout à l'heure, pour le P192, on a notamment les écoles des mines. Les écoles des mines font partie de cette ère d'activité. Donc, ministère de l'Agriculture, source IRSTEA, données de ces deux catégories rapportées au nombre total de publications de l'opérateur. Voilà. Donc, en fonction des programmes, on a une vision un petit peu différente de la manière de concevoir l'évaluation à partir des publications. Mais enfin, bon, c'est vrai que à part un nombre d'écoles qui est quand même respectable et des écoles respectées, qui dépendent notamment du ministère de l'Industrie, eh bien, la plupart de ces facteurs se rapportent au programme afférent au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, calculer pour être classé, donc il y a un certain nombre de classements. Le classement principal reste, que l'on veuille ou non, le classement de Shanghai. Le classement de Shanghai a été conçu en 1999, il est entré en vigueur en 2001 et il a deux destinations principales. La première, c'est de permettre aux étudiants avancés chinois
de s'orienter pour connaître les lieux optimaux pour parachever leurs études supérieures. Et deuxièmement, de voir au fil des ans la progression des unités de recherche chinoises au niveau mondial. Alors, ce programme, bon, vous le connaissez sans doute, il y a un certain nombre de facteurs. Vous avez 10% pour le nombre d'anciens étudiants ou élèves de l'institution qui sont actuellement titulaires de prix Nobel et de médaille Fields. Vous avez 20% pour le nombre de personnels en exercice dans l'institution titulaire de prix Nobel de médaille Fields. Vous avez 20% pour la présence de personnel de l'institution dans le Highly Cited Index, qui recense le top 1 dans 21 disciplines. Et dans ces 21 disciplines, vous en avez 19 qui sont STM et puis vous avez le reste en SHS. Ensuite, vous avez la présence à hauteur de 20% dans le Web of Science et c'est suivi par à hauteur de 20% la nécessité de publier dans Nature and Science. On vous dit que certaines institutions n'ont pas vocation à publier dans Nature and Science. On vous cite comme exemple la London School of Economics. Donc là, il y a une dérogation qui est accordée. Et puis, vous avez à hauteur de 10% une combinaison des scores qui précèdent. Bon, ce qui fait que ce qui est très important, c'est de voir que le classement de Shanghai est tributaire de 55 à 60% du Web of Science. Donc il y a une connexion très étroite entre les deux, ce qui fait que, officiellement, on reconnaît en France, comme dans d'autres pays, que ce classement n'est pas idéal. Bon, je rappelle que depuis l'origine, c'est Harvard qui est en tête et qui sert d'étalon. Harvard a l'indice 100. Et après, vous avez la lutte entre Paris 6 et Paris 11 qui se disputent des places situées au-delà de la 35e chaque année pour se hausser. Alors, je reparlerai de l'inadéquation de ce système. Vous avez d'autres systèmes qui sont beaucoup moins courus. Donc, le Times Higher et le QS World University Rankings qui servent également à orienter les étudiants, de même que le U Multirank qui a été lancé l'an dernier et qui est l'équivalent européen de Shanghai. Mais là aussi, c'est orientation des étudiants. Et le classement de Leiden, qui est le seul classement à peu près raisonnable, j'allais dire, enfin le moins déraisonnable, et qui, lui, tient compte des différences de culture entre disciplines et qui propose plusieurs types de classements en fonction de la langue dans laquelle, notamment, sont écrits les articles et de la taille, de la proportion de la taille de l'institution par rapport à sa production, etc. Enfin, c'est extrêmement fourni et assez objectif. Voilà. Alors, les classements en vigueur sont assez mal adaptés au cas français. D'abord, orientation, disons, pour l'essentiel, les établissements d'enseignement supérieur, donc orientation des étudiants. Ça signifie que ne concerne les grands organismes français de recherche que par le biais de la contamination UMR Université, le cas échéant. C'est-à-dire que dans le classement de Shanghai, vous n'avez pas le CNRS, vous n'avez pas l'INSERM, vous n'avez pas l'INRA. Ça veut dire que les fleurons de la production scientifique française sont absents de ce classement et que forcément les anglo-saxons, enfin l'élite anglo-saxonne n'est pas forcément au courant de ce genre de futilité et on aura tendance au niveau international à dire que oui, les universités françaises, c'est pas terrible. Ça culmine à peine au 35e rang. Donc il y a une inadéquation du modèle qui est évidente puisque les grands organismes ne sont mentionnés que par le biais de cette contamination via les UMR dans les affiliations. Les affiliations qui sont le problème numéro 1 de la bibliométrie française. Donc le recensement est faussé par l'hétérogénéité importante des affiliations. Si on n'est pas capable d'avoir des bases propres où on sait quoi attribuer à qui
hein, et dans quelle institution, eh bien, on a des listes qui sont sales. Hein. C'est les modèles qui sont suivis assez couramment, c'est le modèle de ce qu'on appelle le quick and dirty. Il faut des calculs très rapides avec des indices qui sont très faciles à calculer, comme on le verra tout à l'heure, et puis sur des bases qui ne sont pas propres, parce que, notamment, problème des affiliations françaises avec une très grande hétérogénéité. Et donc, le millefeuille des signatures croît avec le poids politique des superstructures. On a eu les presses, maintenant on a les communes. Il y a les programmes aussi qui font partie des lignes de signature, ce qui fait que le chercheur ne sait plus trop ce qu'il faut signer et comment il faut signer. Et tout ceci est évidemment très préjudiciable au repérage rationnel des publications. Donc, usage immodéré de la syntaxe multiligne ou de monoligne mal construit. Alors, comment calculer? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, privilégier les mesures expéditives. Pour les publications, le facteur d'impact du Web of Science qui est mentionné par la LOLF, hein, d'une part, et pour les auteurs, le facteur H, donc, qui est intervenu à partir de 2006 sous à l'initiative de George Hirsch, qui est un physicien américain, sur lequel je reviendrai. Donc, il y a les publications elles-mêmes, ce sera le facteur d'impact, c'est-à-dire qu'on va analyser non pas le contenu, mais le contenant. Voilà. Et pour les auteurs, le facteur H. Voilà. Et donc, les classements, si vous voulez, sont toujours dénigrés. On va dire, mais non, mais les classements, c'est injuste, ça ne sert à rien, c'est ridicule, etc. Mais toujours adulés, c'est-à-dire que Valérie Pécresse a fait le voyage de Shanghai en 2011, avant la publication de la nouvelle édition, pour supplier les concepteurs de faire en sorte que la France ne descende pas d'un cran. Donc on est conscient, si vous voulez, de l'inadéquation, mais on sait que c'est le modèle et qu'il faut tendre vers le modèle. Hein. Vous voyez par exemple la commu Paris-Saclay qui est en train de se construire avec énormément de difficultés. La vocation de Paris-Saclay, c'est d'équivaloir à Harvard, quelque part, et il y a au plan politique énormément de problèmes d'entente mutuelle pour obtenir une signature qui puisse être considérée comme rationnelle et comme consensuelle. Voilà, la consensualité est toujours quelque chose de très difficile. Alors, le facteur d'impact, bon, je pense que tout le monde le connaît ici, je n'ai pas besoin de revenir sur les modalités de calcul, mais quand vous voyez les modalités de calcul du facteur d'impact, vous vous dites qu'un élève de CM2 peut le faire. Et il coûte très cher, voilà. Ça, on est vraiment dans le quick parce qu'effectivement, il y a une quantité de biais. Bon, je ne vous les redéfinirai pas. La littérature a très abondamment défini les biais du facteur d'impact qui est aveugle à la différence de culture disciplinaire entre les publications. Et donc, on est face à un système qui, comme je vous le disais, privilégie le contenant par rapport au contenu. Et c'est effectivement problématique. Donc, je ne vais pas refaire la définition et l'énoncé de tous les biais sur la question. La littérature sur ce domaine est abondante. Dans les dérivés du facteur d'impact, ce qui est quand même assez remarquable, c'est le score SIGAPS. SIGAPS est une modalité de calcul qui accourt dans les unités de recherche biomédicale qui dépendent du ministère de la Santé. Et donc le ministère de la Santé a chargé, il y a maintenant, du milieu des années 2000, l'université de Lille 3 de concevoir un modèle d'évaluation bibliométrique. Il y a 5 catégories de publications dans l'ordre décroissant de notoriété suivant le facteur d'impact de la revue, le facteur d'impact du Web of Science. Ensuite, les données bibliographiques sont extraites de PubMed et la catégorisation, donc les 5 catégories sont issues du Web of Science. Et donc, on va attribuer un certain nombre de points pour chacune des publications de l'équipe et à chaque auteur, co-auteur de l'équipe. Et donc, on va voir tout à l'heure qu'il y a 2 catégories de points attribués. Attribution corrélative de 8, 6, 4, 3, 2, 1 points en fonction de la publication et même fonction de la réputation
de cette publication par rapport au facteur d'impact, et les points sont cotés en équivalent euro pour la subvention au labo. Ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, on verra qu'il y a un deuxième score SIGAPS pour les auteurs, et après, il y aura une combinaison des deux. Alors, le facteur H, qui est d'évaluation des auteurs. Bon, vous connaissez également toutes et tous le facteur H. Hein. Si 25 articles sont cités au moins 25 fois dans un corpus défini qui est à la base, mais qui peut en être un autre, mais qui est à la base un corpus qui résulte d'une question posée sur le Web of Science, eh bien, en fonction de ce corpus, s'il y a 25 articles cités au moins 25 fois, sur un total, par exemple, de 362, eh bien, il y a donc un H de 25 avec un croisement entre le nombre de papiers et le nombre de citations. Alors, du H, nous sommes toujours dans l'évaluation des auteurs, et cette fois-ci, qui est le symétrique de l'évaluation de la publication. Hein, on produit et après on est reconnu, et là ce sont les auteurs. Eh bien, si vous êtes premier ou dernier auteur, vous avez 4 points. Si vous êtes deuxième auteur, vous avez 3 points. Si vous êtes le troisième ou l'avant-dernier, vous avez 2 points. Et si vous êtes dans une autre position, vous avez 1 point. Et par conséquent, là, vous avez des négociations qui se font au niveau du labo avant la publication. Est-ce que tu peux me faire passer, etc. Bon. Et ça, par exemple, à l'INSERM, c'est patent quand vous avez des échanges entre le dernier auteur, qui est le chef de service, hein, et puis l'avant-dernier qui aimerait de temps en temps, enfin bon, ça se dit, hein, c'est courant, c'est pas exceptionnel. Et donc le score auteur est combiné par multiplication avec le score publication qu'on a vu tout à l'heure, et il y a des barèmes qui font qu'en fonction du croisement des deux facteurs, eh bien, vous avez X centaines d'euros qui sont attribués pour le labo. Alors, alternative, eh bien, il y a plusieurs facteurs qui font que le facteur d'impact est biaisé. D'abord, il y a les journaux stratégiques versus outils de travail. Ça signifie quoi? Ça signifie que Nature et Science, par exemple, vous avez des facteurs d'impact qui sont de l'ordre de 30 à 40. Alors, bon, vous me direz, ce n'est rien parce que le facteur d'impact le plus élevé, il est supérieur à 100 et il concerne une revue américaine sur le cancer. Mais bon, comment dire, Nature et Science sont considérés comme des revues généralistes d'excellence. Eh bien, ce que l'on va vous dire, c'est que les véritables outils de travail des laboratoires, c'est pas Nature ou Science, c'est des publications qui ont un facteur d'impact environ 10 fois inférieur. Hein, Physical Review B, par exemple, c'est 3, je ne sais plus combien, et c'est la revue de référence en physique des solides. Nature et Science, que vont vous dire les très grands professeurs émérites qui ont marqué la science française, c'est une fois de temps en temps, eh bien, vous mettez un papier dans Nature ou Science pour des raisons stratégiques, pour le rapport d'activité, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez être jugé. On va vous juger sur votre capacité à publier dans des revues qui sont véritablement des outils de travail hyper spécialisés de la discipline, dont le facteur d'impact est relativement modéré et qui ne correspond pas à ça. Alors, impact artificiel des reviews, hein, il est très important de voir si le labo est capable de produire surtout des research articles et pas des reviews. Bon, je vais aller un petit peu vite, mais la review, ça ne nécessite pas une capacité de travail ni d'innovation significative, soyons clairs. Ça ne nécessite pas d'avoir un matériel de laboratoire très perfectionné, vous le reconnaîtrez. Ça se fait vite, ça se publie vite, et surtout, ça permet d'engranger très rapidement un nombre considérable de citations, puisque la review est quasiment automatiquement citée dans tous les premiers paragraphes de tout article scientifique qui se respecte. Donc, il faut, dans le Journal Citation Report, aller tout à fait en bas de la fiche descriptive du journal pour vérifier quelle est la proportion entre research articles et reviews, mais ceci n'entre pas du tout dans les modalités de calcul du facteur d'impact. Et donc, il faut recalculer en fonction de cette variable.
Incidence de calcul sur des moyennes et des médianes, vous avez une classe de 20 élèves, vous en avez 2 qui ont respectivement 19 et 20 et tout le reste à 0. On va vous dire, faites-moi la moyenne de la classe. Ça ne veut rien dire. Alors c'est un cas extrême, mais si vous voulez, quand on ne fait pas de calcul sur les médianes, quand on fait un calcul sur les moyennes, la moyenne c'est facile, c'est rapide à faire, hein, et c'est, comment dire, ça procède du quick, et évidemment ça ne vous donne pas une idée exacte de ce que recouvrent comment dire, les objets qui sont sujets à ces modalités de calcul. Alors l'indice de notoriété avec les box plots de Marie-Hélène Magri de l'INRA Jouy-en-Josas, donc c'est un calcul de distribution. Donc calculé par les médianes, calculé avec des algorithmes de distribution, c'est très important. Et donc c'est ce que vous avez introduit dans le Journal Citation Reports de façon assez perverse, puisqu'il a fallu lutter pied à pied avec Thomson pour qu'il admette qu'il n'a pas respecté l'algorithme de Lotka, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 1,5, il multiplie par 3,5, ce qui fausse complètement les calculs. Il y a de la malhonnêteté intellectuelle parce que Thomson remercie Marie-Hélène Magri qui m'a dit « mais moi ils ne m'ont rien demandé, je leur ai rien donné » et en plus il falsifie le calcul. Donc quel est le calcul, l'indice de notoriété à l'INRA? Eh bien, c'est très simple, on va prendre une catégorie de sujets. Ici, c'est le facteur d'impact de l'année 2000 pour la biologie du développement. Vous avez 32 revues. On divise par 2, ça fait 16 et 16. On divise par 4, c'est-à-dire qu'on va faire des quartiles, hein, 4 fois 25%, donc 4 fois 8. Et on va prendre les médianes, on va faire diviser les quartiles ici, on va prendre le calcul de l'espace interquartile, c'est-à-dire Q75 moins Q25, et Q75 moins Q25, on va le multiplier par 1,5, ça va donner un nombre qui est ici 7,4, et 7,4 se situe en haut, entre la base du rectangle rouge et le sommet du rectangle vert, entre 5,5 et 9,3, on va tracer ce qu'on appelle la moustache supérieure. Et très concrètement, qu'est-ce que l'on va constater? On va constater que tout en haut, on a un facteur d'impact de 26, on chute à 19, puis on chute à 9, et donc des chutes assez brutales avec des deltas importants, et puis après on passe de 9 à 5, et en dessous de 5,5, eh bien, on a une dégressivité qui est très progressive, qui est très lente, qui est très douce, j'allais dire. Et ça signifie en gros que les revues, j'allais dire, les instruments de travail réels qui ont des facteurs d'impact assez modérés, ce sont celles-là, ce sont celles qui se situent dans le rectangle vert et peut-être les 2 ou 3 premières lignes du rectangle bleu. Et ça, c'est la base de calcul de la notoriété pour les publications à l'INRA. Et donc là, on a une modalité de calcul qui est compensatrice, qui est régulatrice et qui est peut-être plus conforme à la réalité. Vous avez ensuite le facteur d'impact agrégé versus médian, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire simplement le facteur d'impact des revues, on va également faire le facteur d'impact des disciplines. C'est-à-dire, il ne suffit pas de publier dans une bonne revue, il faut aussi publier, entre guillemets, dans la bonne discipline. Or, qu'est-ce que la bonne discipline? C'est celle qui est productive, et celle qui est productive, elle se rapproche en général des secteurs biomédicaux. Parce que derrière le secteur biomédical, vous avez toutes les autres disciplines, hein, c'est-à-dire par exemple l'informatique, certains aspects de la physique, bien entendu la chimie, etc. etc. Et donc, dans les secteurs disciplinaires, c'est bien évidemment le biomédical qui va être considéré comme étant le plus générateur de citations sur N-1 et N-2. Et donc, différence avec les mathématiques qui sont tout à fait en bas de l'échelle sur le plan de la rentabilité en termes de capitalisation de citation, parce que la culture mathématique est très différente. On ne publie pas tous les 15 jours, on n'a pas, comment dirais-je, une bibliographie qui se périme très rapidement au fil des semaines. On a du fondamental, on met du temps pour écrire, on cite un petit peu mais pas forcément trop,
Et comme vous savez, la base de données Mathematical Reviews est aussi une base de données de recension. Vous n'avez pas simplement la référence bibliographique, mais on va vous dire en gros ce que ça vaut. Et Denis Jérôme, du laboratoire de physique des solides d'Orsay, qui nous a présenté le rapport de l'Académie des sciences en janvier 2011 sur les bons et mauvais usages de la bibliométrie, nous disait: les mathématiciens sont une communauté à part, ils n'ont pas besoin de la bibliométrie faite par les autres, ils la font eux-mêmes. Et donc on a, vous voyez, des facteurs d'impact agrégés qui sont extrêmement vastes, et enfin des deltas qui sont très vastes entre la biocelle et les maths, hein, de 5,7 à 0,7, et vous voyez que le médian de la biocelle, il y a un grand delta entre 3,2 et 5,7, alors qu'entre le médian et l'agrégé des maths, eh bien, le delta est très faible. On a véritablement un effet sur la culture de publication et la culture de citation qui sont très, très, très différentes. Alors les variantes du facteur d'impact, il y en a beaucoup, hein, à commencer par ce phénomène de traçabilité des citations, parce qu'il ne suffit pas, comme on le voit sur le Web of Science, il ne suffit pas d'être cité par X, Y ou Z. Si X est très bon, c'est très bien, mais si Y et Z ne valent rien, le fait d'être cité par eux ne sert strictement à rien. Par conséquent, traçabilité des citations, par qui la publication citante est-elle citée, par qui la publication citant la citée est-elle elle-même citée, etc., etc. Et donc il est important de savoir qui vous cite, et donc on arrive à des modèles qui sont des modèles en boucle, mais ce seront des modèles en boucle qui correspondront à des revues qui, dans le schéma du facteur de notoriété, correspondent en gros au rectangle vert et au sommet du rectangle bleu. Voilà. Exécution donc itérative du PageRank de Google, donc la méthode de la marche aléatoire, c'est-à-dire que l'on va simuler l'attitude d'un chercheur qui va lire les périodiques auxquels son laboratoire est abonné, et qui va être attiré dans le sommaire par le titre d'un article, qui va consulter la bibliographie terminale de article, qui va se rendre sur l'un des titres de cette biographie terminale pour consulter une autre revue, et ainsi de suite, sachant qu'en moyenne, cette opération se répète 7 à 8 fois. Eh bien, on va exécuter itérativement le PageRank de Google, qui est donc cet algorithme de Larry Page qui permet de définir l'ordre dans lequel sont énoncées les réponses lorsque vous faites une requête sur Google. Et donc, ça va nous donner l'eigenfactor qui est lié au JCR du Web of Science, Journal Citation Report, pour une période de 5 ans, et le Simago Journal Rank qui est lié à Scopus d'Elsevier, donc le concurrent, pour une période de 3 ans. Vous avez également, à titre d'exemple, le facteur Y, qui est le produit du facteur d'impact du WOS par le Weighted PageRank, hein, promu par l'équipe de Bolen en 2006. Donc, une revue comme la revue Scientometrics, par exemple, dans chaque numéro, va vous amener à une quantité absolument phénoménale de modèles, dont seuls certains seront retenus par l'administration. Le facteur G de Leo Egge de l'Université d'Anvers va donc, par le biais de ce qui figure ici, vous permettre de mettre en évidence les auteurs d'articles qui sont toujours cités très longtemps après, en moyenne 10 ans après. C'est-à-dire que si un article n'est plus cité 2 ans après, bon, c'est bien dans sa discipline, mais ça ne va pas être un article qui va marquer durablement la science. Hein. Donc Yves Langevin, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui a été longtemps le patron de la section 17 du CNRS, Planétologie, Univers lointain, Denis Jérôme de l'Académie des sciences, mettent en avant le facteur G et mettent en avant cette nécessité de se focaliser sur des publications dont la citation va avoir un effet de traîne important. Et le facteur H va sectionner quelque part cet effet de traîne qui est indispensable et que l'on va voir notamment en mathématiques. Hein. Ça, c'est évident, d'où cet effet de culture. Variante du facteur H encore, les facteurs dérivés de l'application Publish or Perish,
qui elle est plaquée sur Scholar Google, et que le ministère a longtemps conseillé aux chercheurs SHS en disant bon, ben, le Web of Science n'est pas adapté pour vous, allez donc sur Publish or Perish. Publish or Perish, dans sa note d'utilisation, vous met en garde sur les erreurs multiples de calcul qui résultent des interrogations qui se font sur lui. Et bon, c'est quand même problématique. Moi, ce que je retiens de Publish or Perish, c'est la demi-douzaine de variantes du facteur H qui sont très intéressantes et qui tiennent compte de l'ancienneté de l'article. Alors, tout dépend de la discipline. Si un article est très récent en biomol ou en biocell, bon, ben, c'est un facteur important. Mais si on est en maths ou en physique ou en, je ne sais pas, botanique, géologie, eh bien, on n'aura pas du tout le même facteur sur l'ancienneté de l'article, c'est-à-dire le besoin d'avoir plusieurs années pour qu'il y ait une répercussion de citation. Le nombre d'auteurs, ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, si vous avez 8 co-auteurs, vous en avez 2 qui ont mouillé la chemise et les autres qui ont signé par complaisance, ça pose problème dans la mesure où tout le monde va engranger le même capital de citation. D'où le modèle SIGAPS qui effectivement va trancher de façon assez agressive sur la hiérarchisation de la capitalisation des citations par les co-auteurs. Voilà. Et vous avez 6 combinaisons qui résultent de l'intersection de ces 2 paramètres et qui sont une des particularités de Publish or Perish qui est assez intéressante. Pour le reste, l'INSHS du CNRS a dit très explicitement n'utilisez pas Publish or Perish pour faire l'évaluation en SHS. Ensuite, variante toujours maintenant du facteur H, le nombre de citations de chercheurs d'un labo rapportées à l'âge de chacun. Donc vous prenez une équipe, vous prenez l'âge du plus jeune, l'âge du plus âgé, et là vous faites un certain nombre de conclusions sur la capacité de production, notamment des jeunes chercheurs, qui sont touchés de plein fouet par le facteur H. Facteur H, un jeune chercheur extrêmement brillant va traîner un facteur H de 3 pendant plusieurs années, alors qu'il est vraiment génial. Et puis, vous aurez un chercheur un peu plan-plan qui arrive près de la retraite et qui, du fait du jeu des signatures, aura accumulé arithmétiquement un nombre respectable de publications qui va lui permettre d'avoir un facteur H supérieur. Donc là, le facteur H, on s'accorde à dire chez les scientifiques de haut rang qu'il faut interdire l'utilisation du facteur H avant l'âge de 35 ans parce que ça n'a pas grande signification. Alors, étude de la croissance du taux de citation annuel moyen pour toute la carrière, disparition constatée de l'effet de l'âge sur les schémas qui résultent de l'analyse de ce laboratoire avec le calcul de médiane. Eh bien, on voit que la cohorte de jeunes chercheurs se défend tout à fait bien proportionnellement aux années de carrière qu'ils ont en regard du nombre de publications qu'ils fournissent. Je remercie Guillaume Cabanac de m'avoir indiqué ces deux articles. Le premier, Do we need the age variance, voilà, et surtout le deuxième qui propose 37 variantes du facteur H. Enfin, ça devient absolument délirant. On se pose évidemment pas mal de questions. Ce sont des articles intéressants qui résultent de chercheurs de Max Planck, de l'Institut de technologie de Zurich, l'Institut de technologie et l'Université de Zurich. Voilà, effectivement. Alors, ce qui est intéressant dans la bibliométrie, ce sont des dérivés de la bibliométrie qui relèvent plus de la scientométrie. Voilà. Là, on commence à avoir des choses intéressantes sur la définition de collèges invisibles, c'est-à-dire que vous travaillez sur la même chose qu'un tel et un tel que vous ne connaissez pas. Et la base qui est tout à fait remarquable à cet égard, eh bien, elle a été réalisée par les informaticiens pour des informaticiens. C'est CiteSeerX de l'Université d'État de Pennsylvanie qui concerne le domaine de l'informatique et des mathématiques appliquées. Et ce qui est très intéressant, c'est la cartographie des auteurs et d'un article et de ses co-auteurs.
Alors je reviendrai sur SciTier tout à l'heure. C'est donc cet aspect scientométrique qui est intéressant. Et là, on a ici une analyse multicritère. Hein, c'est la méthode Langevin, donc Yves Langevin dont je vous parlais tout à l'heure, section 17 CNRS, qui nous a fait un topo très éloquent sur sa méthode. C'est-à-dire qu'ici, on a des candidats au passage en directeur de recherche deuxième classe, et vous avez ici 17 candidats. Eh bien, on va faire 14 colonnes. Et dans ces 14 colonnes, on va, pour l'année en question, 2007, on va regarder l'année précédente et les années précédentes. Donc, il se présente ici, troisième colonne rouge avec 62 publications. On va voir quels sont les articles qui figurent dans le WOS, et c'est les articles qui vous citent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un comptage brut du nombre de citations. Si un article est cité 3 fois dans une bibliographie, eh bien, il ne s'est crédité qu'une fois. Ce qu'on demande de savoir, c'est combien de fois un article est cité et non pas toutes les variantes de citation. Ensuite, nombre de citations dans l'année qui précède l'année du concours, en 2006, pour voir l'actualité à peu près. Le nombre total de citations. Le nombre total de citations sans les autocitations. Ensuite, le nombre total de citations dans l'année qui précède l'année du concours, le nombre de citations normalisées qui est notamment défini par Will Harding, c'est-à-dire que si vous avez 8 co-auteurs, eh bien chaque auteur est crédité d'un 8e de publication, point barre. Et donc, citation normalisée, le facteur H, bon, bah, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Et il cite le cas du directeur de l'époque, Arnold Migus, qui disait écoutez, laissez-moi la liste du facteur H du laboratoire et puis ça fera mon affaire, alors que justement lui a lutté pour que ce ne soit pas que ça. Hein. Le nombre de fois où l'auteur est cité lorsqu'il est en première position, le nombre de citations quand il est en première position, le taux de citation normalisé quand il est en première position, et les trois mêmes facteurs lorsqu'il est cité en première ou en deuxième position. Et donc on a 14 colonnes, et le choix définitif des candidats qui vont effectivement bénéficier de cette promotion ne tient compte de cela qu'à hauteur de 10 à 15%. Voilà. Tout le reste, c'est appréciation du dossier sur la capacité de travailler en équipe, sur les responsabilités assumées, sur un certain nombre de choses qui sont humaines et qui ne sont pas exclusivement fondées sur la capitalisation de citations. Alors, je reviens sur SciTier X, qui est donc très intéressant avec le réseau de co-citation et de citations partagées. Alors, les citations partagées, c'est les shared references qui existent depuis très longtemps sur le Web of Science. C'est-à-dire qu'on va savoir, si vous voulez, quels sont les gens qui ont utilisé les mêmes sources que vous dans leur bibliographie terminale. Et là, il y a donc un triangle qui est parfait sur SciTier X, c'est-à-dire on prend un article, on vous affiche la bibliographie terminale de cet article dans l'ordre numérique décroissant du nombre de fois où ces articles sont cités. Quels sont les articles qui citent tout ou partie des auteurs, des articles qu'ils citent, donc quelles sont les références bibliographiques partagées. Et enfin, quels sont les articles qui sont cités en même temps que cet article-là par d'autres articles. Ce qui fait que vous connaissez les gens qui ont les mêmes intérêts que vous, qui utilisent les mêmes sources que vous, qui sont cités, ou vous êtes cités par eux en même temps. Et donc, cette triangulation est extrêmement intéressante. Elle apporte beaucoup d'éléments qui permettent ce que l'on va appeler tout à l'heure, non pas l'évaluation, mais la caractérisation de l'unité. Alors je me presse, excusez-moi, alors je ne vais pas arriver enfin je vais essayer de faire un maximum. Évaluation alternative qualitative. Sur les preprints d'archive, lorsque vous livrez à la communauté un papier à son appréciation, déjà en tant que tel, le preprint, c'est une évaluation qualitative par la communauté. Vous voyez ça dans des revues également, en open access, par exemple, toutes les revues de la European Geological Union. Hein, il y a d'autres éditeurs qui font ça, mais qui vous permettent de faire du post-reviewing. Faculty of Thousand, qui est lié à l'éditeur Biomed Central, absorbé par Springer, mais là c'est une application qui est payante, et vous avez tout un collège de post-reviewers qui va donner des notes et
aux articles qu'ils ont lus de façon volontariste. Voilà. Vous avez l'Altmetrics avec le fameux manifesto du 26 octobre 2010 par un certain nombre de chercheurs aussi bien américains qu'européens et qui est mis en avant essentiellement par PLOS ONE, qui est donc cette fameuse revue biomédicale américaine en open access qui payer un tarif absolument prohibitif pour pouvoir publier dedans, en échange de quoi vous avez une analyse de votre texte dans des délais records par des gens qui, a priori, sont considérés comme des têtes pensantes dans le milieu, et une publication très rapide avec un taux de citation qui n'est pas seulement les citations classiques, mais aussi les citations par le biais de l'Altmetrics, à partir des tweets, des blogs, des systèmes de gestion bibliographique partagés, les réseaux professionnels de type LinkedIn ou Google Groups, et donc les articles utilisés par le site éditeur pour pouvoir bénéficier d'une évaluation qui est autre que l'évaluation classique, sachant que PLOS ONE est considéré comme une revue avec un excellent facteur d'impact et une revue. Même c'est que beaucoup de chercheurs maintenant vont dire bon ben tant pis, on préfère mettre le prix, mais engranger rapidement un nombre de citations respectables. Classement de Leiden aux Pays-Bas, l'impact moyen d'une équipe rapporté à celui d'un champ, d'une catégorie de sujets, en rapport avec la taille de l'organisme. Donc analyse du taux de collaboration internationale, très important, qui est pris en compte aussi par Shanghai. Du facteur linguistique, ce qui est dans les langues nationales, donc on va vous faire le classement uniquement sur les publications en langue anglaise et puis sur les langues nationales. Le U-Multirank, qui est donc un projet européen multicritère, mais qui est loin de valoir le classement de l'AID, qui est véritablement aujourd'hui le classement qui, sur le plan bibliométrique pur, peut être considéré comme le moins mauvais, j'allais dire. Leiden, il travaille aussi bien pour Thomson que pour Elsevier. Donc, en conclusion, ce qu'il est souhaitable, c'est de moduler, nuancer et faire évoluer les indicateurs dans le sens d'une caractérisation des entités, non plus de faire un classement brut, mais de caractériser. Ça, c'est le terme de l'INSHS-CNRS. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire un classement brut en fonction des méthodes que nous avons vues tout à l'heure. Il s'agit de caractériser une unité et de un chercheur, c'est-à-dire de le situer par rapport aux autres. Je me situe par rapport à d'autres qui sont mes homologues sur le plan disciplinaire pour savoir, voilà, à partir d'items qui ne sont pas forcément des publications dites de rang A, mais qui sont toute une série d'autres items de travail, et ces items de travail, je vous les invite à les retrouver dans le référentiel de l'ARS de novembre 2014. Ils sont multiples, bon, je ne vais pas dans les SHS, mais ça peut être des atlas, ça peut être des glossaires, ça peut être des chapitres, ça peut être des catalogues d'exposition, ça peut être des photographies, ça peut être des blogs, ça peut être des toute une qui sont des travail, mais que ça n'est pas forcément une publication qui est classée d'une certaine manière, qui est toujours contestable. Recenser, oui, mais pour qui, pourquoi et à quel point est-ce que jusqu'à présent, dans cette présentation, on a réellement répondu à ces questions? Bon, on peut en douter, mais c'est à vous de me le confirmer. Voilà, je vous remercie.